Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va venir introduire une toute nouvelle structure mathématique, la structure des quaternions. Avant de voir en détail ce que sont les quaternions, on va aborder plusieurs méthodes pour pouvoir orienter un objet dans l'espace. Alors jusqu'à maintenant, on avait vu notamment les angles de l'air. Eh bien, vous allez voir que les angles de l'air et les quaternions ont leurs avantages et leurs désavantages. Sur ce, c'est parti pour l'explication des angles de l'air et des quaternions. Alors commençons par voir ce que sont les angles de l'air. Les angles de l'air sont composés de trois angles permettant de pouvoir orienter un objet dans l'espace. On peut distinguer deux types d'angles de l'air, on va dire les angles de l'air classiques et les angles de Ted Bryan. Alors je vous indiquerai dans la vidéo la petite spécificité entre les angles de l'air classiques et les angles de Ted Bryan. Mais comme vous allez le voir, les deux types d'angles de l'air vont fonctionner exactement de la même façon. Les angles de l'air seront utilisés de la manière suivante. On va venir appliquer différentes rotations de manière successive autour de trois axes. Les trois axes ici seront orthogonaux entre eux pour pouvoir représenter toutes les orientations possibles d'un objet 3D avec les angles de l'air. Les deux premiers angles peuvent être une généralisation des coordonnées sphériques d'un point dans l'espace, et le troisième angle peut être décrit comme une rotation propre. Alors le sens et la direction des axes n'ont pas d'importance. En règle générale, on peut distinguer deux configurations possibles, la configuration left hand et la configuration right hand. Les deux configurations sont des configurations définies dans différents moteurs de jeu. Nous ici, on va utiliser la configuration left hand, où on va distinguer donc les trois axes. Un axe droite, donc en anglais right en rouge, un axe haut, donc up en vert, et un axe avant, donc forward en bleu. Les trois axes peuvent aussi être définis avec d'autres noms. Donc l'axe right peut être appelé pitch, l'axe up peut être appelé yaw et l'axe forward peut être appelé roll. C'est notamment les noms qu'utilise le moteur de jeu Unreal Engine. Alors, on peut distinguer également deux moyens de pouvoir appliquer ces rotations successives autour de ces trois axes. On va distinguer les rotations intrinsèques et les rotations extrinsèques. Les rotations extrinsèques vont consister à appliquer les rotations sur des axes définis de manière globale. C'est-à-dire que les axes seront fixes. Alors, pour la rotation intrinsèque, au contraire, ici, les rotations se feront de manière locale. À chaque rotation appliquée à un modèle 3D, eh bien ici, les trois axes vont changer en fonction des rotations appliquées sur le modèle 3D. Alors une fois qu'on a compris ce qu'étaient les angles de l'air et la différence qu'il y avait entre les rotations intrinsèques et extrinsèques, on va voir maintenant l'ordre des axes utilisés dans ces rotations faites de manière successive. Alors c'est notamment là qu'on va distinguer les angles de l'air classiques et les angles de Ted Bryan. Donc pour les angles de l'air classiques, eh bien ici on va venir prendre deux axes différents et où on aura une rotation appliquée à un axe particulier, suivi d'une rotation appliquée à un deuxième axe, et enfin suivi d'une rotation appliquée sur l'axe de départ. Donc ça c'est pour les angles de l'air classique, et pour les angles de l'air et pour les angles de Ted Bryan, et bien ici on va prendre les trois axes définis en configuration left, c'est-à-dire right, up et forward. Ici, il existe donc pour chacune des types d'angles de l'air 6 configurations possibles. On va venir alterner toutes les axes possibles. Pour appliquer une rotation intrinsèque ou extrinsèque,
eh bien il va falloir juste intervertir l'ordre des axes. Donc si on souhaite appliquer une rotation extrinsèque, eh bien on appliquera des rotations successives autour par exemple des axes X, Y et Z, si on prend cette configuration possible. Et si on souhaite faire une rotation cette fois-ci intrinsèque, eh bien il faudra juste intervertir l'ordre des axes, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord appliquer une rotation autour de l'axe Z, autour de l'axe Y et autour de l'axe X. Alors jusqu'à maintenant, on utilisait les matrices de rotation pour pouvoir appliquer des rotations autour d'axes, donc des axes right, up et forward avec les angles de l'air. Je vous invite à aller voir en description l'explication détaillée sur les matrices et notamment sur les matrices de rotation. Alors pour résumer, donc dans notre moteur de jeu, on avait utilisé des matrices de rotation de la configuration suivante. Donc d'abord on applique une rotation autour de l'axe right, puis une rotation autour de l'axe up, et enfin une rotation sur l'axe forward. Donc ici on avait une rotation faite de manière extrinsèque, et pour ce faire avec les matrices, eh bien, comme les matrices s'appliquent de droite à gauche, donc l'ordre dans lequel on écrit les rotations sont bien inversés. C'est bien ici, quand on lit de gauche à droite, c'est d'abord la rotation autour de l'axe forward, puis multiplié avec la rotation autour de l'axe up, et enfin multiplié avec la rotation autour de l'axe right. Donc ici c'était pour une rotation extrinsèque, et pour une rotation intrinsèque, on va juste inverser l'ordre des multiplications, et multiplier d'abord une rotation autour de l'axe right, puis multiplier par une rotation autour de l'axe up, et enfin multiplier par une rotation autour de l'axe forward. On pourrait très bien ajouter d'autres multiplications autour d'axes, d'autres axes, enfin d'autres axes right, up, forward, mais ce n'est pas nécessaire, car tout simplement les trois axes vont permettre de pouvoir orienter toutes les configurations possibles d'un objet 3D dans l'espace. On peut également orienter un objet autour d'axes quelconques, c'est-à-dire des axes qui ne sont pas les axes right, up et forward, avec une matrice de rotation. Donc la matrice de rotation ici est une matrice de rotation généralisant les matrices de rotation autour des axes right, up et forward. Et ici on va venir prendre un angle quelconque permettant de pouvoir tourner un objet 3D autour d'axes quelconques. Alors comme vous allez le voir, donc cette matrice de rotation autour d'axes quelconques aura des similitudes avec la définition l'utilisation des quaternions. Mais d'abord voyons en quoi les angles de l'air posent problématique. Les angles de l'air, dans certaines configurations, vont faire apparaître ce qu'on appelle un blocage de cadran. Un blocage de cadran, donc en anglais gimbal lock, va faire perdre un degré de liberté à notre objet 3D, enfin aux angles de l'air. Quand je dis qu'on perd un degré de liberté, c'est-à-dire que dans une configuration particulière, un angle A aura les mêmes effets qu'un angle B. Donc ici on aura tout simplement plus que deux angles de disponibles. Alors pour illustrer cela, on va placer trois cadrans autour des axes right, up et forward d'un objet 3D. Donc ici on va se placer dans une rotation extrinsèque dans la configuration X, Y et Z. Alors on place des cadrans ici car tout simplement c'est ici on définit le problème de blocage de cadran, donc ça sera vraiment le terme utilisé. On va venir manipuler trois angles de l'air, donc définis avec les valeurs alpha, bêta et gamma. Donc ici on va commencer par manipuler la valeur alpha, donc vous allez voir que ici on va venir tourner autour de l'axe right, et on va venir laisser alpha à une valeur arbitraire. Ensuite on va venir manipuler la valeur bêta à une valeur arbitraire également, et comme vous pouvez le voir, l'axe right est également l'orientation de l'axe right est également modifiée, car tout simplement les angles de l'air ont un impact sur les angles, sur l'axe d'orientation des angles précédents. Si on prend maintenant la valeur gamma, eh bien ce sera également la même chose,
les axes se modifient. Ici, ici sera l'axe up et l'axe right. Donc ici, on a vu comment les axes étaient modifiés. Donc on n'a pas vraiment vu de blocage de cadran. Mais pour pouvoir voir le blocage de cadran, eh bien on va le voir quand on va assigner la valeur bêta à 90 ou à moins 90. En assignant cette valeur à 90 ou à moins 90, eh bien vous allez voir qu'en modifiant alpha ou gamma, eh bien ça aura les mêmes répercussions sur l'objet 3D, mais dans un sens inverse. Si par exemple j'assigne alpha à 45 degrés, et que j'assigne également gamma à 45 degrés, vous allez voir que l'objet aura été réinitialisé, c'est-à-dire que ça aurait été égal à faire une configuration alpha est égal à 0, bêta est égal à 90 et gamma est égal à 0. Donc les deux configurations sont également pareilles. Ici, on voit bien qu'ici on perd un degré de liberté et on peut notamment le voir avec la configuration où les cadrans right et forward sont alignés. Donc, vous voyez que le cadran rouge et le cadran bleu sont bien alignés. Pour éviter le problème de gimbal lock, ou en tout cas atténuer le problème, on pourra mettre à disposition le changement de configuration d'axe, c'est-à-dire que ça arrive que notamment dans les logiciels de modélisation 3D et d'animation, qu'on puisse indiquer à l'animateur ou au modeleur la disposition des axes. Donc soit on fait une configuration classique de l'air X, Z, X par exemple, ou bien une configuration de tête Boyan comme une configuration Y, X, Z par exemple. Et bien en choisissant différentes configurations d'axes, on pourra atténuer le problème de gimbal lock dans certaines configurations. N'oubliez pas que changer l'ordre des axes aura une répercussion sur l'orientation de l'objet, c'est-à-dire qu'une même disposition d'angle de l'air, par exemple 90, 30, 45, dans une configuration XYZ, n'aura pas les mêmes effets dans une autre configuration avec les angles de l'air. Mais globalement, le gimbal lock ne pourra pas être supprimé entièrement avec les angles de l'air. Alors maintenant qu'on a abordé les angles de l'air et qu'on a vu le problème majeur qui en découlait, on va venir introduire un autre moyen de pouvoir représenter l'orientation d'un objet dans l'espace. Alors ici on va venir utiliser la technique angle axis que j'ai brièvement abordé plus tôt. Alors comme je vous l'ai dit, on peut généraliser les matrices de rotation X, Y, Z avec une matrice générale angle avec un angle et un axe quelconque. Donc ici ce sera la méthode angle axis. Et bien en utilisant cette représentation ici d'une rotation, enfin de l'orientation d'un objet dans l'espace, on va venir simplifier les choses et on n'aura plus besoin d'appliquer des rotations faites de manière successive. En utilisant uniquement un seul axe et un seul angle, et bien ici on va venir supprimer le problème de blocage de cadran. C'est-à-dire qu'en modifiant soit l'axe soit l'angle, ici on n'aura pas de moyen de pouvoir avoir des blocages de cadran. Si on prend par exemple la configuration suivante d'angle de l'air, 90, 0, 90, vous allez voir qu'on peut trouver un axe de rotation défini ici, avec un angle défini ici. Donc l'axe de rotation ici sera un axe avec les trois composantes X, Y, Z suivantes, et l'angle ici sera un angle de 120 degrés. Ici, comme vous pouvez le voir, on a pu simplifier les angles de l'air avec uniquement un axe de rotation et un angle défini ici. Alors ici c'est difficilement visualisable, mais ça permet de pouvoir supprimer les rotations faites de manière successive. Une fois qu'on a compris cela, eh bien on va venir introduire les quaternions, car tout simplement les quaternions vont venir utiliser la méthode angle axis pour pouvoir représenter l'orientation d'un objet dans l'espace. Alors pour comprendre ce que sont les quaternions,
il va falloir d'abord comprendre ce que sont les nombres complexes. Les nombres complexes seront utilisés en 2 dimensions et les quaternions seront utilisés uniquement en 3 dimensions. Alors un nombre complexe est un nombre de la forme z égale a plus ib, où a et b sont des nombres réels et i est une unité imaginaire. A représente la partie réelle du nombre complexe et ib la partie imaginaire du nombre complexe. Alors la petite subtilité avec les nombres complexes, c'est que la multiplication de l'unité i par i sera égale à moins 1. En écrivant cette égalité, on pourra maintenant avoir des racines carrées de nombres négatifs. Alors les nombres complexes peuvent subir des opérations, dont l'addition, la soustraction, la multiplication de complexes et la division de complexes, et la multiplication de complexes par un scalaire et la division d'un nombre complexe par un scalaire. Alors pour l'addition et la soustraction, eh bien on va additionner ou soustraire les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Et pour la multiplication, on va utiliser la double distributivité. Et pour la division, eh bien ici on va venir faire en sorte qu'il n'y ait plus de partie imaginaire au dénominateur. Et pour ce faire, on va venir multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué d'un nombre complexe étant égal à a moins ib. En faisant cela, donc la multiplication par le conjugué du dénominateur, vous verrez que la partie imaginaire au dénominateur sera supprimée. Et on aura à la fin un nombre complexe de la forme classique a plus ib. On peut également représenter un nombre complexe de manière géométrique, où la partie réelle correspondra à l'axe des abscisses et la partie imaginaire correspondra à l'axe des ordonnées. Alors ici ça va nous être très pratique, qu'on pourra représenter des points dans l'espace de la forme xy en un nombre complexe. Donc la composante x sera associée à la partie réelle et la composante y sera associée à la partie imaginaire. On pourra définir une longueur à nos nombres complexes, vu qu'on est dans l'espace, vu qu'on est dans une représentation géométrique. Et la longueur d'un complexe peut être définie de la manière suivante. Ce sera égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. On pourra également normaliser nos complexes pour que chaque complexe, pour que le complexe ait une longueur de 1. La particularité de transformer un point en 2 dimensions dans l'espace complexe, c'est que cela va nous permettre de pouvoir appliquer des rotations à ces points, notamment en utilisant la multiplication de complexes. Par exemple, si je prends le complexe suivant, donc où a est égal à 3 et b est égal à 2, et bien si je multiplie ce complexe par un deuxième complexe, où cette fois-ci a sera égal à 0 et b sera égal à 1, donc ici on aura un complexe de la forme qui sera égal à i, et bien en multipliant le complexe 3 plus 2i par i, et bien ici vous allez voir qu'on va faire subir à ce complexe une rotation de 90 degrés. Alors on pourrait penser que pour pouvoir appliquer une rotation par exemple de 45 degrés à un nombre complexe, il suffirait de diviser i par 2. Eh bien ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire des rotations d'angles quelconques. Donc pour pouvoir faire des rotations d'angles quelconques, on va utiliser notamment les formes exponentielles et trigonométriques des nombres complexes. Donc la forme exponentielle d'un nombre complexe ce sera égal à r, donc la magnitude, la longueur du nombre complexe, donc sera multiplié par l'exponentielle de iθ, où θ ici va correspondre à l'angle entre le complexe et l'axe des abscisses. Et pour la forme trigonométrique, donc c'est notamment celle-là qu'on va vraiment utiliser, ce sera égal à r multiplié entre parenthèses par cosinus de θ plus i de θ. Donc ici, pour pouvoir tourner un nombre complexe avec un angle quelconque, il va falloir multiplier notre nombre complexe
par une forme trigonométrique d'un nombre complexe ayant une longueur de 1. Donc ça sera simple, on va juste multiplier a plus ib, qui correspondra à notre complexe, par cosinus de θ plus i fois sinus de θ. En faisant cela, on appliquera une rotation d'un angle quelconque à notre nombre complexe. Et à la fin, on va pouvoir récupérer les coordonnées, les nouveaux coordonnées de notre point dans l'espace en récupérant la valeur a et la valeur b du nombre final calculé avec l'équation suivante. Alors maintenant, voyons voir comment étendre les nombres complexes applicables à un espace en 2 dimensions à une structure applicable à un espace en 3 dimensions. Alors l'inventeur des quaternions, qui est utilisé pour appliquer des rotations à un espace en 3 dimensions, donc l'inventeur s'appelle Hamilton. Il avait pensé à la base à définir une structure en ajoutant une deuxième partie imaginaire. Donc on aura toujours la partie réelle A qui correspondrait à l'axe des abscisses, donc la partie imaginaire I qui correspondrait à les ordonnées, et la deuxième partie imaginaire J qui correspondrait ici à l'axe, au troisième axe dans l'espace en 3 dimensions. Alors ici, ce n'était pas applicable pour une rotation dans un espace en 3 dimensions, on ne pouvait pas le faire comme ceci. Hamilton a dû réfléchir à ajouter une 4e dimension, donc une 3e partie imaginaire, où on aurait une structure de la forme A plus IB plus JC plus KD. En faisant cela, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des rotations autour d'un axe quelconque avec un angle quelconque. Alors pour ce faire, on va aussi définir des opérations autour des quaternions. Donc on aura toujours l'addition et la soustraction, où chaque partie imaginaire et réelle sera additionnée ou soustraite ensemble. Donc la partie réelle A sera additionnée avec l'autre partie réelle, la partie I avec la partie imaginaire I, la partie J avec l'autre partie imaginaire J, et la partie K avec l'autre partie imaginaire K. Et concernant la multiplication, il va falloir définir d'autres égalités, où ici on va définir I fois I égale à moins 1, comme avec les complexes, J fois J égale à moins 1, K fois K égale à moins 1, et pour les multiplications entre parties imaginaires différents, eh bien on va le faire de la manière suivante. I fois J sera égal à K, J fois K sera égal à I, et K fois I sera égal à J. N'oubliez pas que ici, les multiplications de parties imaginaires ne sont pas commutatifs. Donc c'est-à-dire que si on multiplie cette fois-ci, par exemple, J fois I, eh bien on ne sera pas égal à K, mais sera égal à moins K. Donc il faut juste intervertir le sens. Et concernant la division, eh bien on va pas utiliser la même méthode qu'on avait utilisée pour les nombres complexes. Ici on va multiplier notre premier quaternion par l'inverse du deuxième quaternion. Donc l'inverse d'un quaternion, c'est égal au conjugué d'un quaternion divisé par la norme au carré du quaternion. Et le conjugué d'un quaternion est étant égal à A moins IB moins JC moins KD. Et la norme d'un quaternion, eh bien, on va faire exactement pareil que la norme pour les complexes. C'est-à-dire qu'on va additionner la somme au carré de chaque terme et on va appliquer la racine carrée au résultat défini ici. De manière géométrique, on peut représenter les quaternions dans un espace en 4 dimensions où les composantes A, B, C et D seront associées à chaque axe sur cet espace en 4 dimensions. Donc les 4 axes ici seront tous orthogonaux entre eux. Alors c'est difficile de pouvoir se représenter les 4 axes ici. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement représenter les 3 axes des parties imaginaires. Les vecteurs pourront être associés à l'espace en 4 dimensions. Donc ici, si on prend un point x, y, z, eh bien on va venir associer ce point aux parties imaginaires. Donc les parties imaginaires, c'est B, C et D.
Un quaternion dont la partie réelle est nulle est appelé un quaternion pur, et on peut également représenter un quaternion comme étant la somme d'une partie scalaire et d'une partie vectorielle. Donc c'est pour ça qu'on utilise notamment la partie vectorielle pour représenter les points dans l'espace. Alors comme pour les nombres complexes, on va pouvoir définir une longueur quaternion, normaliser les quaternions pour qu'il y ait une longueur de 1. Pour le calcul de la longueur d'un quaternion, on va le faire exactement comme pour les complexes. On va le faire de la manière suivante. Et on pourra également calculer l'angle entre un quaternion A avec un quaternion B, comme on pourra le faire avec des vecteurs 3 ou des vecteurs 2. Donc pour calculer l'angle entre un quaternion A et un quaternion B dans l'espace des quaternions, on va le faire de la manière suivante. L'angle sera égal au cosinus, enfin, le cosinus inverse du produit scalaire entre le quaternion A et le quaternion B. Et le produit scalaire, c'est tout simplement, on peut tout simplement le calculer de la manière suivante. Alors revenons à notre sujet principal, donc celui de la rotation. Eh bien, on va pouvoir représenter l'orientation d'un objet 3D avec la méthode axis angle et notamment avec les quaternions. Alors pour pouvoir représenter cela, on va définir un quaternion de la manière suivante. Donc notre quaternion sera égal à cosinus de θ sur 2 plus sinus de θ sur 2 multiplié par ux multiplié par i plus sinus de θ sur 2 multiplié par uy multiplié par j plus sinus de θ sur 2 multiplié par uz multiplié par k. En définissant notre quaternion de la manière suivante, vous allez voir qu'avec la multiplication de quaternions, notamment la multiplication d'Hamilton, eh bien on va pouvoir faire des rotations avec un point dans l'espace en 3 dimensions. Alors la multiplication sera particulière, mais vous allez le voir par la suite. Et vous allez comprendre pourquoi ici on divise également par 2 l'angle θ au départ. Donc θ va représenter l'angle de rotation autour de l'axe UX, UY, UZ. La multiplication d'un quaternion Q que j'ai défini ici par un autre quaternion pur représentant un point dans l'espace, eh bien n'aura pas l'effet de pouvoir orienter notre point avec l'angle décrit ici. Pour réaliser une rotation exacte d'un point dans l'espace avec un angle θ autour d'un axe U, eh bien il va falloir définir la formule suivante. Donc V' ici sera égal à Q multiplié par V multiplié par l'inverse de Q. On pourra également réécrire cette formule de la manière suivante, où grand Q correspondra à la partie vectorielle du quaternion Q, A correspondra à la composante A du quaternion Q, et le symbole croix correspondra au produit vectoriel entre Q majuscule et notre point qu'on souhaite orienter. Alors une fois qu'on a compris ce qu'était un quaternion et qu'elle permettait de pouvoir orienter un objet dans l'espace autour d'un axe quelconque avec un angle quelconque, eh bien il va falloir utiliser ces quaternions avec d'autres transformations géométriques. Alors on pourrait utiliser les quaternions pour réaliser des translations, notamment avec ce qu'on appelle des dual quaternions, mais globalement ce n'est pas du tout utilisé dans les moteurs de jeu, et ça serait pas la meilleure façon de pouvoir procéder. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est transformer notre quaternion en une matrice de rotation pouvant être manipulée avec d'autres transformations géométriques, comme la mise à l'échelle ou les projections orthographiques et perspectives. Alors, convertir un quaternion en une matrice de rotation, donc une matrice homogène 4x4, on va pouvoir le faire de la manière suivante. Donc ça c'est un quaternion transformé en une matrice 4x4, et elle aura les mêmes effets que la matrice que j'ai présentée plus tôt dans la vidéo, la matrice de rotation axis angle.
Alors comme vous avez pu le constater, représenter un quaternion de manière visuelle est quelque chose de plutôt difficile à faire. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coupler les angles de l'aire avec les quaternions. On pourra créer un quaternion avec les angles de l'aire. Donc en fonction de la configuration possible, il y a plusieurs moyens de pouvoir transformer les angles de l'aire en des quaternions. Mais globalement, on va utiliser la multiplication de quaternions pour pouvoir appliquer des rotations de manière successive au quaternion. Alors pour représenter des angles de l'aire avec une configuration extrinsèque x, y, z par exemple, eh bien on va tout simplement venir multiplier un quaternion créé à partir d'un axe right et de l'angle alpha, donc le premier angle de l'aire, avec un deuxième quaternion qui correspondra à l'axe up, avec un troisième quaternion qui correspondra à l'axe forward. Et pour une rotation intrinsèque, on va tout simplement intervertir les multiplications ensemble. Une fois qu'on a compris cela, on va maintenant voir comment interpoler une orientation A à une orientation B. Ici, l'interpolation va consister à définir des orientations intermédiaires avec une valeur d'interpolation entre 0 et 1, où 0 correspondrait à l'orientation initiale, l'orientation A, et 1 correspondrait à l'orientation finale, l'orientation B. Alors on pourrait le faire de manière manuelle, c'est-à-dire on définit à des points clés des orientations définies, mais globalement ce n'est pas la meilleure façon à faire, car tout simplement dans les moteurs de jeu on ne sait pas combien de points clés on a besoin pour pouvoir définir l'interpolation pour qu'on ait une fluidité maximale. Et globalement, ce n'est pas forcément aussi très intuitif à faire de manière générale. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est on va définir l'interpolation de manière mathématique. Alors, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir interpoler une orientation A vers une orientation B. Donc, la première méthode va utiliser l'interpolation linéaire des angles de l'aire. Donc elle va consister à prendre des angles de l'aire de départ et à interpoler vers des angles de l'aire finale. Donc voici comment on va calculer les interpolations intermédiaires. Donc l'interpolation intermédiaire sera calculée pour chaque valeur. Valeur intermédiaire égale valeur initiale plus, entre parenthèses, valeur finale moins valeur initiale multiplié par la valeur d'interpolation. On pourrait simplifier le calcul en remplaçant les angles de l'aire par des vecteurs 3 pour avoir directement une seule égalité au calcul. La deuxième méthode va consister cette fois-ci à utiliser directement les matrices de rotation et à les interpoler entre eux. Alors on va utiliser exactement la méthode d'interpolation linéaire qu'on avait utilisée pour les angles de l'aire. Donc ce sera M intermédiaire qui sera égal à M0 plus M1 moins M0 multiplié par la valeur d'interpolation. Alors cette égalité ne va pas donner une matrice de rotation pure, c'est-à-dire que la matrice ici va contenir d'autres transformations comme des transformations de mise à l'échelle. On pourrait utiliser des méthodes pour transformer une matrice générale en une matrice de rotation pure, mais globalement ce n'est pas du tout utilisé dans les moteurs de jeu, et en plus ça causerait des problèmes de linéarité, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus vraiment une interpolation linéaire ici. Et enfin, la troisième méthode va consister à interpoler les quaternions entre eux directement. Donc là on va utiliser plusieurs moyens de pouvoir interpoler un quaternion A vers un quaternion B. Alors on aura ici 4 fonctionnements différents. Donc on aura l'interpolation linéaire classique, l'interpolation linéaire normalisée, l'interpolation sphérique classique et l'interpolation sphérique normalisée. Ce qui sera intéressant avec l'interpolation sphérique, c'est que la vitesse d'interpolation sera faite de manière constante.
Pour chaque méthode, on pourra spécifier si on souhaite interpoler sur le chemin le plus long ou sur le chemin le plus court. Il y a deux moyens d'interpoler un quaternion ici, vu qu'on est dans un espace en 4 dimensions. Alors on pourrait mieux visualiser ça donc dans un espace en 3 dimensions si on prend juste les axes. Par exemple, vous voyez que si je prends un axe A vers un axe B, eh bien il y a le chemin le plus court ici, et il y aurait aussi le chemin le plus long qui se interpolerait sur le sens inverse du coup. Mais revenons plus en détail sur les interpolations. Donc on va commencer par l'interpolation linéaire. Donc l'interpolation linéaire d'un quaternion va fonctionner exactement comme on a fait pour les angles de l'air et pour les matrices. On va utiliser les formules qu'on avait définies et on va l'appliquer à chaque composante de nos quaternions. Alors pour spécifier le chemin le plus court ou le plus long, on va devoir ajouter un petit billet au quaternion B. Et pour ce faire, on va venir calculer le produit scalaire entre le quaternion A et le quaternion B, ce qui nous donnera une sorte d'angle entre ces deux quaternions. Et on verra en fonction de si la valeur de ce produit scalaire est positif ou négatif, eh bien on inversera la valeur du biais. Donc ça va nous permettre de pouvoir interpoler soit sur le chemin long, soit sur le chemin court sur une interpolation linéaire. Et pour la méthode de normaliser, eh bien il faudra normaliser notre quaternion pour qu'il y ait une longueur de 1. Alors la longueur de 1 est très importante car tout simplement les quaternions demandent pour avoir des rotations correctes des quaternions de longueur 1, mais il peut arriver que dans certaines configurations on puisse utiliser de telles fonctions dans les moteurs de jeu. Et pour la méthode d'interpolation sphérique cette fois-ci, qui sera beaucoup plus utilisée mais qui sera beaucoup plus performante, enfin moins performante que la méthode linéaire. Donc pour calculer l'interpolation sphérique entre un quaternion A et un quaternion B, on va le faire de la manière suivante. Donc je vous mettrai les formules pour pouvoir le faire. Et on va aussi ajouter un billet, comme on a pu le calculer avec la méthode linéaire, pour pouvoir spécifier si on souhaite interpoler sur le chemin court ou sur le chemin long. Et pour la version normalisée d'interpolation sphérique pour les quaternions, eh bien, on va tout simplement normaliser à la fin le quaternion intermédiaire pour qu'il y ait une norme de 1. Et on pourrait également avoir une autre forme d'interpolation que je n'ai pas abordée, c'est l'interpolation des axes entre eux et de l'angle entre eux. Donc pour l'interpolation de l'angle, on utilisera l'interpolation linéaire, et pour l'interpolation de l'axe, on utilisera soit l'interpolation linéaire, soit l'interpolation sphérique. Alors dans tous les cas, il faudra normaliser l'axe à la fin, mais pour l'interpolation sphérique, comme ici on a affaire à un vecteur 3 dimensions, vu qu'on a un axe, eh bien on va utiliser la fonction d'interpolation sphérique entre un vecteur A vers un vecteur B. Et elle sera tout simple, elle va consister à récupérer le quaternion qu'il y a entre un vecteur A et un vecteur B, et on va définir une nouvelle rotation qu'on va appliquer au vecteur A pour pouvoir calculer les valeurs intermédiaires entre le vecteur A et le vecteur B. Donc il y a aussi la petite spécificité si on souhaite interpoler sur le chemin court ou sur le chemin long. Donc je vous mettrai toutes les formules à l'écran pour pouvoir interpoler les vecteurs entre eux. Ça pourrait être très pratique dans certains cas dans notre moteur de jeu. Pour conclure cette explication entre la différence qu'il y a entre les angles de l'air et les quaternions, on a vu qu'il y avait plusieurs avantages et désavantages entre les quaternions et les angles de l'air. Les angles de l'air vont permettre d'être beaucoup plus visuels que les quaternions. Elles vont permettre de pouvoir représenter des rotations
avec des angles de plus de 360 degrés. Donc ça sera très utile pour les interpolations, qui nous permettra de pouvoir interpoler une rotation A définie dans un angle de 0 par exemple, à une interpolation B définie à un angle de 720 degrés, nous permettant de pouvoir faire des tours multiples lors de l'interpolation. Pour les quaternions, eh bien, ce ne sera pas le cas. On pourra définir uniquement des rotations autour de d'axes quelconques, mais avec un angle entre 0 et maximum 360 exclus. Donc on ne pourra pas représenter des angles avec supérieurs à 360 exclus. Donc globalement pour les interpolations, on ne pourra pas faire des tours complets. Enfin, ouais, on ne pourra pas faire un tour complet. Mais voilà, c'est pas forcément problématique. On pourra toujours définir des rotations intermédiaires si on souhaite faire plusieurs tours. Et surtout que les quaternions ne souffrent pas du blocage de cadran, contrairement aux angles de l'air. Donc en fonction des utilisations, on va parfois privilégier les angles de l'air pour leur simplicité et les quaternions pour leur performance et leur puissance au niveau des opérations de rotation. Vous savez à peu près tout sur ce que sont les quaternions et la différence qu'il y a avec les angles de l'air. Je vous invite à aller voir en description, j'ai mis plein de documents détaillant les quaternions. Il y a beaucoup de calculs mathématiques dans ces documents, donc c'est des documents en anglais, mais je pense que ça pourrait vous être utile pour comprendre encore mieux ce que sont les quaternions et la puissance de ces quaternions. Maintenant qu'on a vu l'explication, passons maintenant à l'implémentation d'une structure quaternion dans notre moteur de jeu. Alors du coup, on va juste faire un petit point sur où en est l'architecture actuelle du moteur de jeu. Donc voilà à quoi ressemble, après avoir implémenté l'architecture globale du moteur de jeu. Donc en vert, c'est les fichiers qu'on va modifier par rapport à la version précédente. Et en bleu, c'est les fichiers qui ont été ajoutés par rapport à la version précédente. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et si vous souhaitez avoir le code source du moteur de jeu, et notamment l'implémentation des quaternions, je vous ai mis en description le repo du projet sur GitHub. Et si on va dans Release, vous aurez accès aux versions précédentes. Alors normalement, cette version c'était la version de la dernière fois. Et normalement, vous aurez une nouvelle version qui correspondra à l'implémentation des quaternions. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez suivre en même temps et avoir une implémentation avec vous. Alors, ce qu'on va faire, donc on va venir dans notre moteur et on va directement aller voir la classe quaternion. Donc la structure quaternion. Donc j'ai créé un fichier quaternion.cpp et .h. Et donc j'ai défini une structure de quaternion. Et dans cette structure, donc ça sera utilisé pour on va zoomer un peu. Ça sera utilisé pour les modes de l'air, donc les différentes configurations d'angle de l'air, donc X, Y, Z, X, Z, Y, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on aura les variables X, Y, W, X, Y, Z que j'ai appelé comme ça, car moi dans l'explication on les a appelés A, B, C et D. Mais globalement, pourquoi je les ai appliqués comme ça, c'est que dans les vecteurs à 4 dimensions, c'est l'appellation qu'on utilise X, Y, Z, W. Donc globalement, j'ai voulu utiliser les mêmes termes pour pouvoir représenter les quaternions. Alors, une fois qu'on a compris cela, donc on aura plusieurs constructeurs. Un constructeur par défaut, un constructeur par copie, un constructeur ayant directement les composantes W, X, Y, Z, un constructeur qui va permettre de pouvoir créer un quaternion avec un axe et un angle,
et un constructeur qui va permettre de pouvoir créer un quaternion avec les angles de l'air. Donc on pourra spécifier le mode et définir si on souhaite avoir une rotation intrinsèque ou extrinsèque. Ensuite on aura les méthodes, donc on aura une méthode pour normaliser notre quaternion, une méthode qui récupère la normalisation d'un quaternion, l'inverse d'un quaternion, la longueur d'un quaternion, la longueur au carré d'un quaternion, deux fonctions qui permettra de savoir si on a affaire à un quaternion identité ou à un quaternion normalisé, trois fonctions qui vont permettre de récupérer une fois le quaternion appliqué à un point dans l'espace, on va récupérer les nouveaux vecteurs forward, right et up. Donc ça sera pratique aussi pour pouvoir dessiner dans les moteurs de jeu. C'est très utile à savoir les différents axes forward, right et up. Donc voilà. Ensuite, on aura des fonctions pour pouvoir appliquer notre quaternion à un point dans l'espace, donc rotate vector 3D. Une fonction qui va permettre de pouvoir orienter directement un quaternion avec un quaternion, donc tourner un quaternion en utilisant un quaternion de départ. Donc là, on va directement utiliser l'axe et l'angle, et on pourra soit le faire en world, soit en local. Donc c'est soit en extrinsèque, soit en intrinsèque. Donc là, directement, on va prendre directement un quaternion déjà fait. Ici, on va avoir des fonctions qui nous permettra de pouvoir récupérer, pour pouvoir appliquer à notre quaternion actuel une rotation qui ira d'une direction A vers une direction B. Donc voilà, donc j'ai mis une petite alternative ici qui va spécifier une valeur si jamais notre direction de départ est vraiment à l'opposé de la direction finale. Donc vous verrez dans l'implémentation pourquoi je l'ai fait comme ça. Donc je mettrai un petit vif pour vous montrer à quoi ça correspond. Ensuite, on aura des fonctions qui nous permettra de récupérer les angles de l'air du quaternion, l'angle de rotation du quaternion, l'axe de rotation du quaternion. Une fonction nous permettra de pouvoir récupérer l'axe et l'angle du quaternion. Et enfin, une fonction nous permettra de pouvoir récupérer la matrice de rotation qui pourra être utilisée dans les transformations géométriques. Et après, on aura des fonctions statiques, une fonction d'identité, une fonction de produit scalaire, une fonction permettant de pouvoir créer un quaternion directement avec les angles de l'air, avec un axe et un angle, une fonction qui permettra de pouvoir créer directement une rotation A vers une rotation B sans utiliser de quaternion de départ, une fonction nous permettra de pouvoir atteindre une rotation avec une forward target et un up target, donc ça aussi c'est pratique dans les moteurs de jeu. Et les fonctions d'interpolation, lerp, lerp normalized, slerp et slep normalized. Et ensuite on aura tous les opérateurs, addition, soustraction, multiplication, division, et les opérateurs d'assignement et d'opération. Et enfin on aura deux fonctions pour savoir si deux quaternions sont égaux ou s'ils sont inégaux. Et une fonction permettra de pouvoir afficher un quaternion dans la console. Donc globalement, on pourrait ajouter d'autres fonctions, mais on va s'arrêter à ça. On aura l'occasion de pouvoir modifier la classe quaternion en fonction des utilisations du moteur de jeu. J'ai quand même ajouté des fonctions qu'on pourrait retrouver dans d'autres moteurs de jeu pour nous permettre d'avoir de plus gros outils concernant cette structure de quaternion. Alors concernant maintenant l'implémentation, donc ce qui est le plus intéressant, donc j'ai un peu zoomé, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc ici on assigne tout à 0, ici on assigne les valeurs au quaternion, deuxième quaternion quoi, constructeur par copie. Là on va assigner directement les valeurs W, X, Y, Z. Ici, si on crée un quaternion avec un axe et un angle, on va utiliser les formules qu'on a utilisées. On n'oublie pas de diviser l'angle, d'abord convertir l'angle en radian, puis le diviser par 2. Donc voilà. Et on va assigner les valeurs comme ceci. Pour les
quaternions avec les angles de l'air, je peux dézoomer, eh bien, on va venir alterner les angles et les axes en fonction des configurations. Donc x, y, z, ce sera x, y, z, x, y, z pour l'axe. Donc les axes, je les ai définis ici, et les angles ici. On va juste alterner en réalité les axes et les angles ici. Et à la fin, hop, on va multiplier les quaternions ensemble en définissant les quaternions avec un axe et un angle, force axis, angle 1, etc., etc. Et soit on le fait de manière intrinsèque, soit de manière extrinsèque, comme je vous ai dit, on a juste à inverser les multiplications ensemble. Et puis on assigne au quaternion actuel. Donc voilà. Pour la fonction de normalisation, on utilise les mêmes fonctions qu'on avait utilisées pour les vecteurs 3. Donc on calcule la valeur au carré de la norme, on vérifie si on n'est pas égal à 0, et si c'est le cas, on renvoie la valeur identité. On assigne le quaternion à la valeur identité. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être plutôt assigner un quaternion vide. Bon, on va voir, là je l'ai assigné à quaternion identité. Mais globalement, on aurait pu également l'assigner à un quaternion vide. Et on pourra aussi, et à la fin, donc si on n'est pas si on n'est pas égal à 0, eh bien on utilise la racine carrée et on divise chaque composante par la norme du quaternion. Donc, et pour la version normalisée, on va faire pareil, sauf que tout simplement on va retourner directement à un nouveau quaternion. Donc, voilà. Ensuite on a la fonction inverse. Donc ici on va utiliser le conjugué pour la fonction inverse. Donc dans tous les cas je vous ai fait l'explication juste avant sur comment on peut inverser un quaternion. Ensuite là on récupère directement la longueur et non plus et on récupère la longueur. Donc la longueur, on va utiliser directement la longueur au carré, on va être calculé, et à la fin on rajoute la racine carrée. Pour la longueur au carré, eh bien, ce sera les composantes multipliées ensemble et on les additionne ensemble à la fin. Enfin, ensuite, on aura la fonction identité, isIdentity, donc là on vérifie juste si on est bien égal à 0 ici, et ici on est égal à 1, la valeur W, parce que c'est comme ça qu'on définit la quaternion identité, c'est-à-dire une rotation nulle, enfin qui ne va pas appliquer de rotation. Et isNormalized, eh bien, on fait pareil, donc on va vérifier juste si on a une longueur de 1. Donc à notre quaternion. Après, ensuite, on récupère les fonctions getForward direction, getRight direction, on va zoomer un peu, et getUp direction, et tout simplement on va multiplier rotate vecteur 3D par les vecteurs 3D forward, right et up, que j'ai déjà ajouté ici comme ceci. Voilà, je définis les valeurs right, up et forward dans mon fichier CPP ici. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Revenons au quaternion. Hop. Et donc on continue. Alors ensuite on utilise la formule pour pouvoir orienter un point dans l'espace avec un quaternion. Donc voilà, je reprends juste la formule que j'avais expliquée tout à l'heure, pendant le début vidéo. Ensuite, une fonction pour tourner un quaternion directement. Donc ici, on va créer le quaternion avec l'axe et l'angle. Et soit on le fait en world, soit on le fait en local, c'est-à-dire en intrinsèque. Et là, on va directement prendre, là c'est la même chose, juste on va prendre directement le quaternion en question. Voilà. Ensuite, pour la fonction GoToRotation, on aura plusieurs cas à gérer. Donc déjà, on va récupérer le produit scalaire entre la valeur initiale et la valeur finale, et on va essayer de voir si les vecteurs sont alignés de base. S'ils sont déjà alignés, on n'a pas besoin d'appliquer une rotation. S'ils sont opposés, eh bien, il va falloir calculer une valeur, un vecteur orthogonal pour trouver l'axe de rotation. Donc j'ai créé une petite fonction utilitaire orthogonale juste ici. Vecteur 3D orthogonal const, je l'ai mis ici, voilà. Et je le fais comme ceci. Donc là, ça va récupérer un vecteur orthogonal par rapport à un autre vecteur qu'on a passé en paramètre. Donc voilà, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je peux calculer l'axe
de rotation en utilisant le produit scalaire, produit vectoriel plutôt, en prenant le vecteur de base et le vecteur final. Et l'angle, bah, je vais juste calculer l'angle entre le vecteur initial et le vecteur final avec le produit scalaire ici, donc cos angle que j'utilise ici, à cos de cos angle pour pouvoir calculer l'angle. Et une fois que j'ai ça, bah, je peux utiliser la fonction rotate bah, qui va permettre de pouvoir prendre un quaternion de départ et appliquer une rotation à ce quaternion. Donc en world ici. Et go to rotation, c'est juste que je spécifie une valeur orthogonaux ici directement. Voilà. Donc ça c'était bon. Pour la fonction d'angle de l'air, alors ici il y a une petite spécificité, c'est que je renvoie uniquement l'angle de l'air dans une configuration, il me semble, extrinsèque, X, Y, Z. Donc j'ai pas fait les autres configurations. Pour le moment, j'ai laissé une configuration, on va dire, usuelle par défaut, comme ceci. Donc voilà. Pour la fonction getAngle, eh bien, on va récupérer l'angle qu'on donne de notre quaternion. Donc on n'oublie pas de multiplier par 2, hein, vu qu'on a divisé par 2, il faut multiplier par 2 ici. Pour l'axe, eh bien, on va faire pareil. Hein. On va récupérer d'abord l'angle et on va venir diviser par sin alpha angle pour récupérer directement l'axe x, y, z. Pour la fonction toAxis angle, on va juste récupérer les deux fonctions qu'on avait expliquées juste maintenant. Ensuite, on aura toMatrice 4x4. Alors ici, je vais directement utiliser une fonction de la matrice 4x4 de rotation qui va nous permettre de créer une matrice à partir d'un quaternion. Donc voilà comme je l'ai fait. Donc j'ai utilisé la matrice que j'avais montrée tout à l'heure en début de, enfin dans l'explication des quaternions. Donc voilà. Donc je vous invite à mettre pause hein, si vous voulez voir, ou aller en description pour voir l'implémentation complète. Et ensuite on a la fonction identité. Donc je récupère la fonction identité, enfin le quaternion identité. Le produit scalaire qui va ressembler un peu comme à lens squared, donc à la norme au carré, mais là on va juste multiplier les composantes de chaque quaternion ensemble. Ensuite on aura from Euler angle, bon là c'est juste des doublons que j'utilisais comme pour les constructeurs, donc voilà. Ensuite cette go to rotation c'est pareil, c'est un doublon, sauf qu'ici on va prendre le quaternion identité qu'on va appliquer une rotation ici. Et on aura look rotation qui va nous permettre d'orienter une rotation, enfin de créer un quaternion nous permettant d'atteindre une rotation avec un forward et un up. Donc ici on va vérifier si cos angle est presque égal à 1, et si c'est presque égal à 1, c'est que forward et up sont alignés. Donc si ils sont alignés, on va directement appliquer une rotation du vecteur forward global au vecteur forward qu'on a défini ici. Et si c'est pas le cas, si on a bien deux vecteurs qui ne sont pas alignés, eh bien on va venir, donc là ces ci sont opposés, on va calculer l'up, une nouvelle valeur up avec un vecteur orthogonaux. Alors c'est pas forcément la meilleure façon de faire, parce que nous ce qu'on veut théoriquement quand on demande une fonction de rotation, c'est bien forward et up, et peut-être le mieux c'est de renvoyer une erreur et dire à l'utilisateur que ces deux vecteurs ne sont pas des vecteurs valides, mais globalement moi je l'ai fait comme ça, à voir si on ne change pas la méthode plus tard. Donc voilà, on va calculer un nouveau up, et si jamais les vecteurs ne sont ni alignés ni opposés, eh bien on va venir réajuster pour pouvoir avoir des vecteurs qui sont bien orthogonaux entre eux, donc bien que forward et up soient orthogonaux. Donc voilà, et à la fin j'applique une rotation de forward à forward, ensuite je récupère q.up direction u', la valeur up qui a changé par rapport quand on a calculé le quaternion ici, et j'applique une rotation autour de ce nouveau vecteur comme ceci.
Voilà. Et ensuite, on a les interpolations linéaires. Donc les interpolations linéaires et normalisées. Donc on les calcule de la manière suivante. Donc là, on calcule si on souhaite avoir sur le chemin court ou sur le chemin long. Ici, on va venir normaliser notre quaternion. Ensuite, on aura les interpolations sphériques. Donc pareil, on calcule le biais ici. Ici, j'ai clamp, mais globalement, ici, on aurait pu aussi clamp, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est à voir si les quaternions sont bien normalisés ou pas. Donc à voir encore en fonction des utilisations si on rajoute des sécurités, on va dire, aux fonctions. Donc voilà comment je calcule. Dot bias ici, c'est si jamais les quaternions A et B sont, il me semble, alignés. Donc à voir, là j'ai mis un alerte, mais peut-être il faudra plutôt retourner directement le quaternion soit A soit B en fonction, donc à tester. Mais globalement, normalement ça fonctionne bien, enfin l'interpolation fonctionne bien. Dans tous les cas, j'ai fait des tests unitaires par la suite. Comme vous le verrez, les interpolations fonctionnent bien. Donc l'interpolation sphérique ici normalisée. Et ensuite on a tous les opérateurs, donc l'opérateur de soustraction, voilà, un peu zoomer, l'opérateur de soustraction, l'opérateur d'addition, l'opérateur de multiplication, multiplication par un scalaire, division par un scalaire, division par un quaternion, donc on n'oublie pas qu'on multiplie par l'inverse du quaternion en question. Et ensuite les opérateurs d'assignement et d'opération, donc soustraction égale, addition égale, multiplication égale, multiplication égale par un scalaire, division égale par un scalaire, division égale par un quaternion, la multiplication d'un quaternion par un vecteur 3, donc je vais juste utiliser la fonction rotate vector 3D. Et ensuite on aura les fonctions, hop, on va tout dézoomer, hop, voilà. Ensuite on aura les fonctions d'inégalité et d'égalité. Et donc voilà, je fais comme ceci. Et enfin, la fonction qui me permettra de pouvoir afficher un quaternion dans la console. Donc c'était à peu près tout concernant l'implémentation des quaternions. Donc c'était un peu long. Mais globalement, c'est un peu toutes les fonctions que j'ai ajoutées. Alors maintenant, on va voir rapidement les tests unitaires. Je ne vais pas les expliquer dans les détails, mais globalement, j'ai fait des tests unitaires pour chaque fonction. Donc c'est très utile quand on souhaite s'assurer que les fonctions marchent correctement, ou en tout cas dans certaines situations. Globalement, on ne peut pas tester toutes les situations possibles, et pour des vrais tests, des tests unitaires complets, ça demanderait plus de temps, mais globalement, j'ai essayé de mettre pas mal de tests sur ces tests unitaires. Donc globalement, on va pas aller dans les détails car c'est pas forcément nécessaire. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'implémentation des quaternions dans notre moteur, eh bien on va venir intégrer les quaternions aux transformations géométriques. Donc pour ce faire, dans ma classe transform, hop, ici, donc j'ai modifié la classe et j'ai directement maintenant rajouté un quaternion rotation ici que je passe en un constructeur, et j'ai des fonctions d'assignement et des getters pour récupérer les valeurs actuelles de la transform. Et pour transform CPP, eh bien on a fait comme ceci. Donc là j'assigne à l'identité, on ne veut pas de rotation de base. Ici je peux directement assigner une rotation directement avec le constructeur. Dans transform matrice, je m'assure bien de passer la rotation ici. Donc les fonctions de TRS utilisent maintenant un quaternion et puis des angles de l'air comme ça l'était par le passé. Hop, donc ici, pour ces trois fonctions, on utilise bien maintenant un quaternion. Hop, quaternion ici, quaternion et quaternion ici. Donc voilà. Et c'est à peu près tout pour cette classe transform.
Et pour la classe vecteur aussi, j'aimerais bien aussi aborder, j'ai rajouté des fonctions d'interpolation linéaire et sphérique d'un vecteur A vers un vecteur B, aussi avec le chemin long ou court. Donc, je vais juste vous montrer la petite explication. Hop, ici donc c'est l'interpolation linéaire classique, donc il n'y a pas de chemin court, chemin long pour les vecteurs. Et pour l'inversion sphérique, eh bien, je vais juste récupérer, comme je vous ai dit, le quaternion entre V et V2. Donc V norme c'est V.normalize et V2 c'est le vecteur V2. Donc je récupère le quaternion. J'utilise donc slurp direction, ça sera juste, c'est juste V que je vais orienter. Et hop, ici j'applique une rotation, donc je crée un quaternion intermédiaire en utilisant la valeur d'interpolation T juste ici, et l'axe que j'ai calculé ici. Donc ici ça va me récupérer un quaternion, et je vais pouvoir utiliser ce quaternion pour pouvoir modifier slurp direction et avoir un vecteur intermédiaire. Donc c'était la manière de procéder. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je crois que j'ai pas d'autre chose pour les vecteurs. Hop, non, je pense que c'est bon. Donc je pense que c'est bon. Et maintenant, voyons comment j'ai implémenté ça. J'ai utilisé ça dans le moteur de jeu. Donc on va aller dans le fichier main. Hop, main. Que j'ai mis ici. Et ici, j'ai créé plusieurs fonctions. Alors en fait, j'ai fait plusieurs tests avec différentes configurations. Et j'ai créé des fonctions usuelles. Une fonction me permet de créer un cube. Donc ça va créer un cube basique avec des textures mappées sur chaque face pour pouvoir avoir les faces de chaque, pour avoir le nom de chaque face en fait. Donc right, bottom, up, forward et back. Donc voilà, et left aussi. Donc voilà comment je crée mon cube, c'est simple, je vais juste créer la position ici et créer un quaternion, une mise à l'échelle identité, donc 1, 1, 1 et quaternion identité également. Et puis après j'ai des fonctions d'assignement de rotation, de position et des getters. Donc c'est juste pour simplifier un peu comment je vais utiliser ces fonctions. Et globalement j'assigne à chaque fois cette position et cette rotation, la transforme à un index particulier. Donc voilà, c'est un peu les utilisations particulières. Et du coup pour mes tests, donc je vais créer mon cube. Hop, j'ai toujours un play donc que j'ai laissé. Je vais créer mon cube et pour ça c'est juste je vais créer le mesh et là je vais créer les mesh renderer et les transform en gros. Donc je vais d'abord créer des objets de test, des quaternions test qui va juste tester des fonctions de quaternion classiques. Et ensuite on aura les interpolations, donc interpolation de quaternion linéaire, interpolation de quaternion sphérique et interpolation de vecteurs 3D linéaire et sphérique. Donc c'est à peu près comme ça que j'ai procédé. Et ensuite je vais venir tester les rotations. Donc d'abord je teste l'identité, la rotation d'identité, une rotation à partir d'angle de l'air, une rotation à partir d'axe et un angle, une rotation qui va permettre de pouvoir orienter un quaternion d'un vecteur A vers un vecteur B, une rotation permettant de pouvoir avoir la rotation pour atteindre le vecteur up et le vecteur forward, enfin forward et up. Donc là, vous voyez, je place vraiment des valeurs. Bon, c'est toujours orthogonaux, mais c'est vraiment des valeurs. Je vais pas mettre forward et up global directement, ça servirait à rien. Ensuite, deux fonctions me permettra de pouvoir orienter un quaternion actuel soit en world, soit en local. Hop, je vais un peu zoomer. Et là, ce sera tous mes paramètres de départ pour mes interpolations linéaire et sphérique. Dans tous les cas, je vous mettrai. Hop. Donc, ça, c'est pas d'actualité. Donc, on pourra un peu supprimer. Enfin, si c'est d'actualité, mais il faut un peu supprimer parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà.
Je vous mettrai tous les tests affichés sur l'écran pour que ce soit plus simple à visualiser. Et notamment avec les valeurs que j'ai prises ici comme valeur de départ pour mes interpolations. Et pour l'interpolation sphérique des vecteurs, je vais interpoler un vecteur que je vais venir ajouter. On va expliquer un peu plus tard, ce sera mieux. Donc d'abord on a les interpolations linéaires des quaternions. Bon, pour chaque quaternion, hop, soit sur le chemin court. J'utilise à chaque fois les versions normalisées, c'est les méthodes qu'on va utiliser, car tout simplement les méthodes non normalisées vont venir déformer un peu le modèle 3D. Donc nous c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ici on va utiliser donc les versions normalisées. Hop, donc on utilise soit sur le chemin court, ici c'est pareil mais sur le chemin long. Et ensuite ici ça sera sur les interpolations sphériques sur le chemin court et les interpolations sphériques sur le chemin long. J'ai fait plusieurs tests pour que ce soit plus... vraiment je teste à fond les interpolations ici. Et ensuite on a les interpolations linéaires et sphériques. Donc linéaire c'est comme ceci, et sphérique soit sur le chemin court, soit sur le chemin long. Donc comme je vous ai dit, j'interpole directement un vecteur ici. Donc le vecteur il est normalisé il me semble. Ouais, il est normalisé. Il n'y a pas forcément besoin, mais si je l'ai normalisé. Hop, je le teste, j'interpole les vecteurs normalisés et j'additionne à une position initiale de départ. Donc voilà, pour chaque les valeurs d'interpolation ici, l'interpolation, je vais utiliser une fonction qui s'appelle ping-pong et j'ai créé une classe mathf, non pas ceci, hop, mathf, il y a juste quelques fonctions utilitaires et des variables universelles. Donc si je vais dans la version CPP, voilà, j'ai juste mes variables ici que je définis ici et mes trois fonctions ici. Donc on aura l'occasion d'en ajouter plus tard si on en a besoin. Donc ping-pong, c'est juste, ça va venir alterner entre orientation, venir alterner ici entre 0 et 1. Et dès que ça sera 1, ça va revenir à 0, etc. etc. Donc voilà, j'utilise cette valeur interpolée et t, je le rajoute. Je l'augmente de 0,01f à la fin pour avoir l'interpolation. Et voyons ce que ça donne. Donc, si je lance, donc commençons d'abord pour les linéaires. Donc là, on a bien une interpolation linéaire. Ici, on a une interpolation sphérique du chemin court d'un vecteur 3. Ici, c'est sur le chemin long, un vecteur 3 aussi. On voit bien que ça marche. Ici, on a les tests d'interpolation tout en bas de quaternions classiques. Donc, de toute façon, je vous afficherai exactement à chaque fois à quoi ça correspond sur votre écran. Ce sera plus simple pour vous. Ici, les interpolations linéaires et ici, les interpolations sphériques. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur les interpolations linéaires et sphériques sur le chemin court, on voit pas trop de différence. Bon, globalement, c'est parce que l'interpolation est en plus une interpolation normalisée, donc il n'y aura pas forcément de différence. Mais pour le chemin long, vous voyez qu'on va avoir des différences notables. Vous voyez qu'ici, on a une accélération au milieu. On voit bien qu'on n'est pas constant, que les objets ne tournent pas de manière constante. Mais on a bien sûr des interpolations faites sur le chemin long. Alors qu'ici, on voit bien que nos interpolations se font bien de manière constante. Il n'y a pas d'accélération notable qu'on peut remarquer ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette explication sur l'implémentation des quaternions de notre moteur de jeu. Donc, je vous invite à aller voir en description le code source et à mieux étudier la classe quaternion. J'ai fait on aurait pu implémenter de manière autrement. Notamment, il y a certains moteurs de jeu qui s'assurent que tous les quaternions, on a affaire à des quaternions à chaque fois normalisés. Donc ils vont sûrement normaliser à chaque fois le quaternion à chaque assignation. Notamment ici on aura pu normaliser, ici on aurait pu... Non, ici il n'y a pas besoin. Ici il faudrait plutôt mettre le quaternion identité, etc. etc. Donc c'est à voir en fonction des utilisations
et comment vous souhaitez laisser à l'utilisateur gérer sa classe Quaternion, au développeur gérer sa classe Quaternion. Donc soit c'est au développeur de normaliser à l'avance, soit c'est directement à la classe Quaternion en elle-même de normaliser le Quaternion, donc c'est en fonction des besoins. On aura l'occasion de toute façon de modifier cette classe Quaternion plus tard. Et bien c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'explication de différentes méthodes pour pouvoir représenter l'orientation d'un objet 3D dans l'espace. Les quaternions sont un domaine complexe qui demande de la pratique pour en comprendre les subtilités. Je vous invite donc à vous exercer sur ces derniers pour en apprendre un peu plus. Alors on aurait pu également aborder une autre alternative aux quaternions qui utilise des notions d'algèbre géométrique, mais globalement ça allait obtenir les mêmes utilisations, c'est-à-dire on aurait toujours une rotation autour d'un axe quelconque avec un angle quelconque. Mais ça aurait ajouté de la complexité dans cette vidéo et ça ne serait pas été très digeste à comprendre. Je vous mettrai dans tous les cas un document sur la géométrie algébrique en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire les points d'ambiguïté que vous avez eu dans cette vidéo concernant les quaternions. N'hésitez pas également à mettre un j'aime et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.